l'offshoring au Maroc, mais également avec des retours d'expérience, que ce soit au Canada ou en Belgique. Donc, on va essayer de voir un peu quels sont les dispositifs d'appui concernant le offshoring. On a avec nous aujourd'hui le directeur général de l'ANAPEC, M. Abdelmounem Madani. Vous êtes avec nous? Allô? Oui, il vous entend, oui. Très bien. Oui, j'ai juste activé mon micro. Très bien. Bonsoir. Écoutez, on va peut-être commencer d'ailleurs peut-être avec vous. Tout d'abord sur le Maroc, sur Oujda. Ce matin, nous avons parlé de l'oriental, de la capacité du Maroc à produire, en tout cas d'avoir un certain nombre de potentiels diplômés qui peuvent travailler dans l'offshoring. Aujourd'hui, comment vous gérez justement ce potentiel? Oui, comme vous le savez, donc l'offshoring est décrété au Maroc comme étant un des secteurs émergents auquel une attention particulière des gouvernements est manifestée à travers plusieurs axes de soutien, dont notamment le soutien en matière de mesures d'incitation en matière d'emploi. Les outils d'intervention en matière d'accès aux ressources humaines sont des instruments, je dirais, classiques de ce qu'on appelle les mesures actives de l'emploi. Bien sûr, le secteur émergent, il a le bénéfice de certains avantages, que ce soit en termes des tarifs appliqués pour ce qui est de l'amélioration de l'employabilité des jeunes candidats à l'insertion dans ce secteur. Et bien sûr, toutes les mesures incitatives ou toutes les mesures actives de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes justement de ces mesures actives? Est-ce ça passe par de l'aide à l'entreprise? Ça passe par de l'aide plutôt aux gens qui recherchent de l'emploi? Ça passe par le financement intégral par l'État à travers l'ANAPEC, parce que nous sommes gestionnaires des fonds qui sont dédiés à ce secteur, en matière d'emploi, bien sûr, en matière d'insertion. Donc, c'est une prise en charge totale des frais d'adaptation, pour ne pas parler de formation. Donc, ça passe par de la formation, mais c'est de l'adaptation aux exigences et aux besoins du secteur avec toutes ses composantes, que ce soit la relation client, BPO, ITO, ESO ou KPO, qui sont considérés comme étant les principales composantes de l'offshoring au Maroc. Donc, ça dépend de la catégorie des ressources humaines qui est ciblée, ça dépend également des mécanismes d'insertion. Donc, ça va de la petite main-d'œuvre à laquelle l'opérateur peut prétendre et bénéficier du remboursement des frais de sa formation, jusqu'aux ingénieurs en ingénierie, si c'est de l'externalisation de l'ingénierie, qui peut arriver jusqu'à 65 000 dirhams par personne insérée, bien sûr moyennant une procédure assez… Alors justement, le offshoring a beaucoup évolué depuis une dizaine, quinzaine d'années. Dorénavant, on a besoin de différents métiers. Qu'est-ce que cherchent justement les entreprises qui veulent… quelles sont les demandes qu'on vous fait, vous, à l'ANAPEC, en ce moment? Alors, la composante la plus prépondérante dans toute la masse que nous traitons pour l'offshoring, c'est la relation client, ça va de soi. Donc, les call centers, ils sont très demandeurs. Nous commençons au Maroc à vivre une réalité un peu paradoxale, un peu aberrante, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire la totalité des offres d'emploi qui sont manifestées par les opérateurs du secteur. C'est un secteur qui a enregistré d'énormes évolutions, mais c'est un secteur… Pardon? C'est dû à quoi? Oui, le Maroc est une destination des opérateurs économiques,
tous les atouts qu'il présente. Pourquoi on n'arrive pas à combler justement le déficit? Voilà, j'arrive. Je croyais que pourquoi… Non, je me demandais c'est dû à quoi c'est dû le fait Non, de… c'est simple. Il y a des choses qui convient aujourd'hui d'analyser conjointement avec les opérateurs économiques. Et pour vous restituer la réalité de la chose, hein, parce que ce n'est pas de l'analyse théorique que je suis en train de partager avec vous, mais l'image de l'emploi métier du call center, elle est un peu altérée, elle est un peu… c'est une image qu'il faut travailler. Pour un jeune Marocain, souvent des universités marocaines, c'est des bac plus 2, bac plus 3 des universités marocaines, qu'on a en grand nombre. Vous savez, les universités marocaines, ils mettent sur le marché de l'emploi énormément de jeunes, des dizaines de milliers chaque année. Souvent, c'est des lauréats de filières généralistes avec plus ou moins de capacités, mais pas dans le secteur. Le secteur en lui-même n'est pas un emploi métier auquel on peut préparer dès la formation de base, mais ça requiert des habilités, des capacités personnelles, des habilités linguistiques surtout les exigences linguistiques du secteur de la relation client ou des relations clients, le call center. Et malheureusement, nous, d'après ce qu'on a observé, c'est qu'il y a double contrainte. La contrainte essentielle, c'est la déficience linguistique, il faut bien l'avouer. La deuxième, c'est cette deuxième contrainte ou cette deuxième difficulté qu'on a du mal à affronter face pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir travailler dessus. C'est l'image du métier du casque, ce qu'on appelle le métier du casque. C'est pas conçu, c'est pas perçu par nos jeunes comme étant un emploi métier auquel on peut aspirer et dans lequel on peut faire carrière. Donc, c'est souvent conçu jeune. On se voit souvent sur une période assez courte finalement. On voit le call center comme une période, ça va durer 3-4 ans, pas plus, c'est ça? Oui, ben, ce qui se dit parmi les jeunes, le temps de trouver un travail. Le temps de trouver un travail. J'y suis, le temps que je trouve un travail. Et souvent, le taux de retour de nos usagers, de nos clients, donc les jeunes chercheurs, le taux de retour vers les services de l'ANAPEC, qui sont des services territoriaux, souvent, je cherche un emploi et dans le CV, vous trouvez qu'il est occupé chez un call center. Il y a un problème de l'image, il y a un problème, et là, souvent avec les jeunes, on leur dit, non, c'est une occupation, c'est une production de la valeur. Sur le plan économique, c'est de la production de la valeur à l'export, donc c'est producteur de richesse. Ça vous permet une insertion économique, je ne dirais pas primitive, mais c'est une insertion économique et on leur donne des exemples. Il y a des gens qui ont fait carrière dans le call center. Ça permet d'évoluer vers une carrière d'entrepreneur de call center. On a des cas, on a des success stories là-dessus. Mais ce que nous partageons avec les professionnels, notamment à travers leur corporation, la MRC, c'est qu'on leur dit il faut qu'on arrête un programme où on ira colporter dans les universités, dans les enceintes de formation, pour discuter avec les jeunes, pour les écouter, pour peut-être dissiper quelques mauvaises perceptions qu'ils ont de ces métiers. Et bien sûr, possibilité avec les universités d'introduire ces correctifs de perception déjà dans les cursus de formation de base. Parce que cette tare, elle est très préjudiciable donc, au secteur, elle est préjudiciable à la fonction d'intermédiation que nous assumons en tant qu'intermédiaire public sur le marché de l'emploi. Souvent, on est très frustré de voir un opérateur qui vous demande avec un délai, parce qu'eux aussi, leurs donneurs d'ordre, souvent, ils les surprennent par les commandes. Il y a des opérateurs économiques qui viendraient vous demander 500, 600 téléopérateurs dans un délai d'un mois et qu'on arrive à satisfaire par notre biais, dans certains cas, à peine la moitié, malgré tous les instruments que nous mobilisons, que nous actionnons pour pouvoir faire un meilleur sourcing et malgré les incitations que nous mobilisons. Par exemple, lorsque vous dites à un jeune, vous allez bénéficier d'un cycle de remédiation linguistique, c'est-à-dire qu'on va améliorer votre niveau de langue gratuitement, vous ne payerez rien, vous serez
niveau B ou etc., alors que vous n'étiez que dans un niveau moindre. On va vous faire bénéficier de quelques mises à niveau de comportement à travers des soft skills, etc. Malgré tout ça, il y a cette réalité il faut en parler clairement. Il y a ce phénomène de On va revenir rejet. vers vous, on va revenir vers vous et vers un APEC dans quelques instants. Je voulais justement qu'on prenne exemple, ou en tout cas qu'on essaie d'étudier le cas de la Belgique avec Marie-Agnès Véron, qui est directrice générale de MAV. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est MAV? Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, tout à fait. D'accord, très bien, parce que je crois que j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, en fait, c'est une société qui fait surtout de la formation, aussi bien de la formation professionnelle que de la formation en entreprise pour le service, je dirais, des customer service, des services clients. Donc, nous existons depuis déjà 20-25 ans sur le marché. Nous avons travaillé en fait pour établir, j'ai fait moi-même un pilote de formation professionnelle pour les métiers de call center. Donc, c'est une formation en fait d'État, hein, donc avec différents partenaires, Forum, VDAB, Actiris, etc. Ça date déjà, hein, ça date, je pense, de 97, 97. Non, non, Et non. donc, oui, voilà, je fais la traduction. Et donc, cette formation a été mise en place en fait pour professionnaliser le métier, puisque au départ, je rejoins tout à fait le point de vue de monsieur qui vient de parler. Il y a quand même un manque d'image, hein, donc c'est un métier qui souffre en image. Et le fait de dédier une formation professionnelle pour ce métier a permis aussi de pouvoir avoir une image, une meilleure image du métier. Aujourd'hui, je dirais que il y a dans les centres d'appel, enfin, on parle plutôt aujourd'hui de relations clients, hein, c'est-à-dire que le métier a évolué de l'opérateur call center au conseil service client, puisqu'on constate en fait que dans les différents services clients, par exemple en B2B, ben, il y a très peu d'appels, il y a beaucoup d'emails, il y a beaucoup de contacts avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Et que le nom même d'opérateur call center ou centre d'appel n'est plus vraiment adapté à la fonction. Dans Alors, certains, dans certains endroits, on recrute des gens bac+2, enfin bac+3. Donc ça, c'est une partie. Et j'ai également participé à la mise en place de la formation de la licence professionnelle téléservice qui avait été mise en place par l'Université d'Amiens, donc la direction de l'éducation permanente, il y a déjà une dizaine d'années, qui était au départ une formation aussi professionnelle accessible bac+3, donc et qui permettait aussi de pouvoir former des personnes pour l'encadrement, enfin l'encadrement, le middle management, ce qu'on appelle, hein, les coachs, etc. Donc voilà, donc la formation est en fait porteur aussi, à partir du moment où un métier a une formation professionnelle, ça permet aussi de mieux le situer au niveau de… enfin au début, j'ai toujours été, pas ébahie, mais enfin surprise que c'est un métier de com, hein, de communication, donc il nécessite aujourd'hui des soft skills très importants. Ce qui veut dire que même si les gens… je fais aujourd'hui des screenings de compétences pour des entreprises en Belgique, donc des gens qui travaillent depuis des années dans des services clients, et il y a encore des points de compétences qui sont à travailler. Donc le fait de former, ça permet aussi les formations professionnelles, les formations avec les universités, etc. Ça permet de donner plus de corps au métier. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que pour faire en sorte que les personnes qui travaillent dans les relations clients continuent sur le long terme, il faut qu'il y ait une espèce de formation permanente, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que la formation, en fait, est un vecteur de changement aussi bien. Et puis, c'est aussi une valorisation des compétences, hein. Donc, j'ai aussi travaillé sur la valorisation des compétences comme expert au niveau des centres de contact. Il y a deux points, c'est-à-dire que, bon, moi, j'ai toujours été un peu au début effarée qu'on puisse prendre quelqu'un dans la rue, enfin, c'est une image, et le mettre au téléphone en pensant qu'il allait être productif. Ça voudrait dire que ce n'est pas parce que tout le monde a un téléphone dans la poche que tout le monde sait gérer une communication téléphonique au début au niveau des centres d'appel. Donc, le fait de former tout au long de la vie de ce métier, ça permet aussi de pouvoir dire, bon, c'est un métier qui nécessite une formation, donc qui a plus de valeur. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à des formations se dit, bon, je dois quand même apprendre, même si je sais téléphoner, même si je sais discuter avec des amis, etc. Dans un cadre professionnel, la discussion est tout à fait différente. Donc, quelque part, j'ai un diplôme, mais je dois quand même me former. La formation permet aussi de valoriser le métier. C'est aussi un métier qui a beaucoup évolué, vous l'avez dit vous. Énormément.
entre le début, j'allais dire, le casque, le fameux casque. Aujourd'hui, on est dans d'autres métiers. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'autres métiers. Est-ce qu'il y a une évolution aussi de ces personnels qui travaillent dans les call centers? Est-ce qu'ils évoluent eux aussi vers d'autres métiers quand ils sont à l'intérieur ou est-ce qu'au contraire, Ah oui. c'est des nouvelles formations qu'il faut assumer? C'est-à-dire qu'ils évoluent, donc c'est un métier qui est transversal, hein, donc ils évoluent effectivement à l'intérieur même du métier. Ça veut dire traiter de la communication par téléphone ou traiter de la communication par mail ou des chats ou enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, ça nécessite déjà une mise à niveau des compétences. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, le terme d'agent call center n'existait plus en Belgique. Il a été enlevé du ROM. Il a été remplacé par conseiller service client. Donc le terme, parce que quelque part, mais bon, la vente, c'est aussi une question de conseil. Donc le fait de renommer aussi les fonctions, ça permet de donner aussi une autre valorisation. Donc aujourd'hui, on ne dit plus agent call center, téléopérateur, etc. On dit conseiller service client, que ce soit en interne ou en externe. Alors naturellement, pour vous répondre à votre question, il y en a qui évoluent. Bon, l'organisation d'un service client, c'est quand même une organisation assez plate. Donc, ils évoluent au niveau de manager, ils évoluent au niveau de formateurs internes, etc. Donc, ils évoluent aussi bien. Il y en a qui deviennent experts. Tout le monde n'a pas spécialement envie de devenir hiérarchique, mais il y en a qui deviennent experts par des renforcements justement de formation, etc., qui deviennent experts dans leur job. Très bien. Écoutez, on vous remercie déjà pour cette intervention. Je voudrais juste revenir vers notre ami de l'ANAPEC, juste pour savoir, aujourd'hui, quand on est un jeune étudiant et qu'on veut travailler dans les call centers, on peut commencer à quel salaire et comment ce salaire peut évoluer? J'aurais souhaité qu'un opérateur économique soit avec nous pour apporter une réponse. En tout cas, Il est avec nous, il va répondre. Nous Il avons va avec répondre nous le après. groupe SACOM. très bien. En tout cas, je parlerai d'abord du cadre contractuel du travail qui est à la disposition de l'employeur et qui est, c'est aussi une mesure que nous avons législative et qui facilite l'insertion, qui incite à l'insertion. C'est le fameux contrat d'insertion, amélioré bien sûr. C'est un contrat qui est encadré par la loi, qui permet à un jeune qui est fraîchement sorti de l'université, de la formation professionnelle, il a droit à une insertion immédiate avec toute la prévoyance sociale qui est requise et qui peut bénéficier pendant 24 mois. Bon, plutôt l'employeur va bénéficier pendant 24 mois d'une exonération des charges sociales, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye, qui prend en charge les frais de la prévoyance sociale en totalité, que ce soit par salarial ou par patronal. Donc, il paye brut pour net. En fait, moi, je n'ai pas calculé la moyenne parce que tout à fait, les opérateurs économiques, ils déclarent parce que c'est des contrats qui passent par le biais du système de l'ANAPEC. Mais je peux vous dire approximativement, au tout début, ça tourne autour de 4 000 dirhams. C'est un salaire à comparer à la moyenne des salaires des débutants, ou plutôt des jeunes qui sont au premier palier de l'insertion. C'est dans l'ordre de grandeur de tous les autres secteurs productifs, voire même un peu moins que la fonction publique, mais la comparaison n'a pas de sens. Mais d'après le retour qu'on a, que ce soit de la part de certains jeunes que de la part des opérateurs économiques, c'est le call center, l'offshoring en général, il a des voies de carrière qui, le jeune peut, au bout d'une année, 2 années, il peut faire du 2 fois le SMIC, 3 fois le SMIC. Parfois, oui, on a des cas de SMIC multiplié par 3, c'est-à-dire une possibilité. La grandeur du... Pardon? Une possibilité d'évolution assez rapide. Oui. Rapide. Vous savez, c'est un secteur qui est axé sur la logique de performance immédiate, parce que le donneur d'ordre, il attend un retour immédiat en productivité. Donc, c'est indexé sur la capacité de production du jeune. Et comme je vous ai dit, au bout d'une année, le jeune peut faire 2 fois, 3 fois le SMIC. Donc, si on veut mesurer l'intérêt d'une telle voie d'insertion par le salaire, je pense que le salaire il est là. Donc,
c'est pas au niveau du salaire que ça coince dans ce secteur. C'est pas au niveau du salaire. En tout cas, le salaire n'est pas un paramètre bloquant, un paramètre de difficulté. En tout cas, nous, rares les jeunes qui refuseraient une offre, parce qu'on a des jeunes qui refusent une offre d'insertion dans le call center pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, ou parce qu'il va se sentir en difficulté de converser avec des clients qui sont de l'autre côté. Il faut qu'il force la capacité linguistique. Mais rares sont les jeunes qui se plaignent de ce paramètre salaire. C'est-à-dire que l'opérateur économique, il fait de son mieux, ni même conditions matérielles du travail. Parce qu'au Maroc, la plupart des call centers, ils sont dans un niveau de standing, d'habitat qui est très, très, très appréciable. Donc, ça ne coince pas à ce niveau-là. D'accord. Il faut chercher, il faut agir Alors, sur justement, les raisons de difficulté. c'est ce qu'on disait avec l'expérience belge avec Marie-Agnès Véron tout à l'heure. Je voudrais aussi également voir une deuxième expérience, c'est celle du Canada. Comme ça, on aura fait un beau tour d'horizon de la francophonie. Avec Pascal Pérez, vous êtes à Montréal. Pascal Pérez. Allô? Oui, c'est Pascal. Juste donne-moi une seconde. D'accord. Écoutez, du coup, en attendant que vous vous connectiez, je vais juste poser une petite question à Marie-Agnès Véron. Marie-Agnès, du coup, donc vous avez parlé de la formation, vous avez parlé d'une possibilité d'une évolution, en tout cas dans les call centers, somme toute assez possible. Aujourd'hui, qu'est-ce que recherchent véritablement les call centers? On a juste des… Est-ce que, par exemple, on cherche des architectes? Est-ce qu'on cherche des ingénieurs? Je n'ai pas bien compris la fin. La liaison est mauvaise. Je disais juste, est-ce qu'on cherche aussi, par exemple, des ingénieurs, des architectes, d'autres postes, d'autres façons de voir aussi? C'est-à-dire que ça dépend un petit peu, comme je disais, c'est quand même un métier transversal. Donc, si par exemple les gens travaillent dans l'assurance, on peut demander aussi des gens qui sont formés en assurance, qui ont des BTS, etc. Si ce sont des gens qui travaillent dans le secteur de la santé, il peut y avoir aussi même des médecins. Là, pour l'instant, pour le Covid, il y a certains services clients qui ont été mis en place pour le Covid. Donc, je dirais que tout dépend du secteur d'activité. Les banques, ils recrutent aussi à des niveaux assez importants. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on peut très bien faire une carrière. Je comprends très bien qu'un jeune diplômé, il se dit, bon, je vais travailler dans un centre d'appel, bof, parce qu'un centre d'appel, il y a une connotation un peu négative. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à travailler sur l'image et de travailler aussi dans les descriptions de postes. C'est-à-dire que quand on embauche des gens, enfin, quand il y a des postes qui passent sur Internet, plutôt parler de conseiller service client ou etc. Enfin, de rentrer en fait un autre vocabulaire au niveau des annonces, enfin, de l'emploi. Et aussi, moi, je connais des gens qui ont fait des carrières fantastiques, hein, donc qui sont maintenant à des postes très importants. Mais seulement, bon, tout le monde ne peut pas avoir une évolution de carrière. C'est dans tous les métiers pareil. Si vous êtes instituteur, ben vous allez être instituteur. Bon, tout le monde n'a pas envie de devenir directeur d'école. Donc, je crois qu'il y a aussi le fait de renforcer la compétence du métier, c'est-à-dire c'est un vrai métier. C'est pas un métier qu'on peut faire c'est un métier qu'on peut faire en attendant, mais il y a des gens qui font des carrières et le positionner comme un vrai métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on demande des compétences, des hard skills, bon, des compétences, mais aussi beaucoup de compétences de communication. Donc, de tout ce qui concerne l'adaptabilité. Enfin, bon, il y a énormément. Le recrutement aujourd'hui se fait plutôt sur les personnes que sur les techniques. Même aujourd'hui, des formations, on était surtout orienté technique de vente. Maintenant, il y a toujours, mais on apprend aussi tout ce qui concerne les techniques de la relation. Bon, je suis un peu déformée parce que je suis dans le métier quand même depuis pas mal d'années. J'ai quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière, bon, un grand opérateur, qui me dit, je décroche et qui me dit bonjour monsieur. Bon, je me dis, il y a un stud quand même là déjà. Et qui me dit, bon, et qui m'appelle, enfin, je sais que le script standardisé est très important pour commencer à apprendre quelque chose, mais bon, il y a toute une évolution dans le métier qui rentre au niveau de la formation. Moi, je pense que la façon de présenter les choses, c'est un peu comme en marketing, hein. Il y a le contenu et le contenant. Donc, vous avez le parfum, mais les gens vont se diriger vers la bouteille. Ben, c'est pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont… Il y a eu un peu les call centers, centres d'appel, un dénigrement du métier. Je trouve ça dommage. Donc, ce repositionnement est absolument à travailler.
Alors justement, repositionnement, c'est aussi le cas au Canada. Oui, On va passer à Pascal Pérez. Vous êtes avec nous, Pascal Pérez? oui, absolument. Alors Voilà. peut-être, alors voilà, Enchanté. voilà, c'est gentil, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, Donc écoutez, je pourrais peut-être un témoignage pour vous. Attendez-moi une seconde. Je pourrais être un témoignage pour vous concernant un peu le cheminement que j'ai eu pour venir vous. Vous m'écoutez? oui, oui, alors on vous entend Oui, très bien, on il n'y a pas de t'entend, souci. oui. Ok, parfait. Donc voilà, je peux vous décrire un peu mon entreprise et un peu le chemin que j'ai suivi. Mais justement, avant de continuer, je voudrais dire que ce que Madame Agnès a dit, c'est tout à fait vrai parce que j'ai ouvert une entreprise, ça fait à peu près 10 ans, une entreprise qui se spécialise dans le web, qui est spécialisée dans la création de sites web. Et aujourd'hui, pour aller rejoindre un client, ma façon préférée de le faire est le téléphone. La, la difficulté avec le téléphone aujourd'hui au Canada, et ça rejoint un peu Madame Agnès, c'est que le téléphone est rendu un métier d'intelligence. C'est-à-dire aujourd'hui, avant, on faisait ce qu'on appelait avant du volume d'appels. Les gens ne s'attendaient pas à un appel. On n'avait pas besoin d'être intelligent pour traverser quelqu'un. Et donc, la majorité pouvait faire ce métier-là. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Pourquoi ce n'est plus vrai? Parce que la personne devant nous en a marre de se faire appeler. Il faut être intelligent pour la traverser. Donc déjà, ça demande une certaine intelligence. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Je suis toujours Oui, tout présent? à fait, il n'y a pas de souci, aucun Oui, problème. parfait, je continue. Alors, je continue sur la problématique. Alors, au Canada, le métier n'est pas un métier qui est un métier de futur. C'est-à-dire aujourd'hui, le métier de téléphonie, c'est un métier aujourd'hui où la personne, on ne va pas choisir la personne la plus intelligente. C'est-à-dire aujourd'hui, le marché va être dicté par des étudiants, par des gens qui ne vont pas en créer une carrière. Et donc, potentiellement aujourd'hui, Montréal ou le Canada n'est plus un intérêt pour moi. Pourquoi? Parce que le téléphoniste coûte cher, n'est pas assez intelligent, n'est pas assez éduqué et manque un petit peu de cette prise. Et ce qui m'a intéressé beaucoup du Maroc, c'est pour ça dans ma structure et dans mon suivi. Donc, on est actuellement une entreprise de 10 personnes. J'ai 3 vendeurs. Ça fait plusieurs années que j'essaie de monter dans mon propre bureau un centre d'appel extrêmement difficile à monter. Je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas le suivi, ça demanderait trop d'efforts. J'ai essayé de le faire au Canada, ça coûte beaucoup trop cher. J'ai essayé de faire à Montréal, ça coûte beaucoup, et ils n'ont pas l'expertise, ils ont de la difficulté à savoir parler. Et j'ai toujours eu l'intérêt par rapport au Maroc. Pourquoi le Maroc? Je viens actuellement du Maroc. Je sais que les Marocains ont une capacité de savoir parler, ne sont pas dégourdis, sont dégourdis au téléphone, sont capables au téléphone. Et je trouve que le Maroc aujourd'hui a un potentiel que les autres n'ont pas. Les Marocains sont très, très, très éduqués. Sauf que le Maroc n'offre pas un emploi à tout le monde. Et aujourd'hui, le centre d'appel reste un potentiel intéressant. Et aujourd'hui, la capacité que vous avez d'aller chercher des gens qui sont plus intelligents, plus tenaces, pour moi, m'intéresse énormément. Donc, la raison pourquoi j'ai fait un voyage en janvier au Maroc, c'est qu'actuellement, j'ai 3 vendeurs, j'ai 2 téléphonistes et j'ai la difficulté à les garder. Et j'en garde, je les forme, je les garde. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'extérioriser mon métier pour être capable de tenir. Monsieur Donc, Pérez, Monsieur Pérez, je quoi? vais vous demander, est-ce que vous pouvez décaler juste, parce que vous avez une lumière derrière vous qui est assez… Ah, oui, alors attends, absolument. Alors absolument, je vais changer. Pardon, excusez-moi. Voilà, si ça vous embête pas trop, parce que Oui, sinon, oui. voilà. Alors, vous travaillez dans le digital, vous travaillez beaucoup avec des PME. Oui, je Justement, travaille beaucoup avec les PME. comment ce secteur, comment on peut arriver à attirer ce secteur plutôt des plus petites structures, quelque part, qui ont un besoin aussi d'avoir un service de relation client, qui sont Oui, autres que les grandes structures, quoi. alors justement, le besoin est dans des structures comme les nôtres, parce que la problématique des structures comme les nôtres, les petites entreprises, les petites PME de 10 employés et moins, n'ont pas le service au Canada au niveau des centres d'appel. La majorité des centres d'appel aujourd'hui au Canada sont des gros centres d'appel, demandent un minimum de certaines places, positions et ainsi de suite. Et les coûts relatifs aux coûts d'appel coûtent très, très cher. C'est-à-dire, quand on vérifie le coût, combien coûte le coût et le reste qui suit, ça coûte cher. Maintenant, au niveau de ce que le Maroc, comme je vous ai expliqué, beaucoup d'entreprises au Québec ont cette difficulté d'aller rejoindre le client. Je ne suis pas le seul dans cette série. J'ai beaucoup d'amis qui ont des petites entreprises, soit qui travaillent en anglais avec l'Inde, mais la demande au niveau des centres d'appel est présente au Canada. Elle est présente pour les petits PME. Le service n'existe pas ici. Les services pour les petites entreprises n'existent pas. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant. Le fait que je suis en langue française à Montréal et au Québec fait que le Maroc devient quelque chose de très intéressant pour moi. Au niveau du fuseau horaire, au niveau encore du français. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui parlent français.
et qui sont capables de parler avec le Québec et qui ont une expertise au niveau de la langue. Alors, C'est pour ça que je me suis tourné vers le Maroc. justement, on va passer justement à un groupe qui a un call center qui s'appelle à Oujda. Monsieur, est-ce que Monsieur Boukhali est avec nous? Oui, oui, je vous entends. Je pense qu'il n'est pas avec nous, donc on va. Si Mohamed, est-ce que Monsieur Boukhali est avec nous ou pas? Non? Non? Bon, bah écoutez, je vais justement, donc, sur votre expérience marocaine et sur le fait d'être venu au Maroc, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous installer au Maroc? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une région spécifique où vous voulez vous installer au Maroc? Ou est-ce que vous pensez que quel que soit l'endroit au Maroc, finalement, les compétences sont là un peu partout? Bien. Monsieur Pérez? Je peux commencer par un Monsieur peu. Pérez? C'est à moi que vous voulez parler? Oui, oui, pardon, excusez-moi. Oui. Ah, excusez-moi, je ne savais pas à qui vous parlez. Pouvez-vous me reposer la question, s'il vous plaît? Oui, alors je vous demandais, le fait de vous installer au Maroc, est-ce qu'il y a une région spécifique où vous voulez vous installer ou vous pensez Oui. que finalement, où que vous soyez, vous trouverez les potentialités nécessaires à votre entreprise? Non, parce que, alors non, c'est pas vrai. Parce que là, actuellement, je suis avec une entreprise déjà que M. Mohamed m'a référé, qui se trouve à Oujda actuellement, où les prix me conviennent. Actuellement, la problématique, on avait commencé le processus et on est arrivé dans le Covid. C'est-à-dire qu'actuellement, la seule chose qui nous a arrêté sur le début du processus de pouvoir commencer ce travail au niveau des centres d'appel, ça a été la problématique du Covid. Donc, on s'est arrêté à ce niveau-là et j'espère pouvoir éventuellement, d'ici peut-être septembre, recommencer le système des appels et pouvoir commencer avec Oujda au niveau des tests de centre d'appel. D'accord. Donc, ce que j'ai décidé actuellement, c'est Oujda. Le prix me convient. Je veux dire, quand je calcule aujourd'hui mes taux horaires, quand je calcule aujourd'hui, quand on va parler des prix qui se trouvent à Oujda, quand on va parler un petit peu du service, des possibilités aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, je vous donne un peu d'informations qui pourraient être intéressantes. Pourquoi travailler avec le Canada? Et c'est ce qu'on m'a redonné aussi. C'est qu'il y a des fuseaux horaires que vous avez aujourd'hui où vous n'allez pas chercher tous les fuseaux horaires. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur la France, vous pouvez avoir des demi-journées, mais le fait de travailler avec le Canada vous permet de continuer dans vos horaires. C'est-à-dire que nous avons des horaires un peu différents. Nous avons à peu près 5-6 heures de différence avec le Maroc, ce qui fait que ça pourrait compléter des horaires pour vous. C'est ce que j'ai entendu qu'on m'a dit par rapport au Canada, que ça pouvait intéresser le Canada par rapport à cette balance des fuseaux horaires. Et moi, ça m'intéresse aussi énormément le fait aujourd'hui, je reviens encore et je veux marteler cette chose-là ici, la capacité de vouloir et le service à la clientèle, vous l'avez au Maroc, cette capacité de savoir parler. Et je vous le dis, je suis vendeur moi-même. Et pas beaucoup d'entreprises l'ont, cette capacité de savoir parler à des gens. C'est un métier, comme vous le dites, qui est très spécifique. Qui n'existe pas. C'est pas un métier. La seule chose que je voudrais dire par rapport au Canada, ce n'est pas un métier au Canada. C'est-à-dire la majorité des centres d'appel, ce sont des étudiants. Il y a très peu de gens qui en font un métier. D'accord. Je voudrais savoir si Boukhali est avec nous. Oui. Oui, bonjour. Boukhali, donc vous êtes DRH d'un call center qui s'est installé à Oujda. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur comment vous avez pu gérer cette question des ressources humaines à Oujda, justement, où vous êtes installé depuis combien de temps d'ailleurs? Je vais vous raconter un peu notre histoire parce que nous sommes sur un parcours assez. Voilà, on vous entend très mal, Boukhali. Non, non, on va te rapprocher. Allô, Boukhali? Oui, oui. Je vais Oui. commencer par un peu. Est-ce que tu m'entends, Yassir? Oui, tout à fait. Tu m'entends bien? Oui, exactement. Donc, alors, c'est Khali, vas-y, parle. En réponse à votre question, je vais commencer un peu par situer notre groupe un peu dans son expérience pour arriver aujourd'hui à agir en opérateur. C'est un peu faible, hein. Si Mohamed, on ne vous entend pas très bien, hein. Agir, non? D'accord. On ne va pas le voir, mais vous allez l'entendre. Si. D'accord. Voilà. On peut le voir. Par contre, voilà, si je Là, peux avoir la… vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Très bien.
Alors, je disais que je vais commencer un peu par parler de notre expérience un peu qui nous a amené à devenir opérateur dans ce domaine-là. Alors, premièrement, nous, le cœur de métier, initialement, c'est les ressources humaines. Alors, les ressources humaines, mais avec une ambition dès le départ de faire quelque chose de différent sur la partie relation client. Donc, nous sommes des professionnels des ressources humaines. Le secteur était là, il était en développement avec des besoins assez particuliers et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à penser innovation et dire comment on peut apporter une valeur ajoutée à ce secteur-là. Alors cette valeur ajoutée, finalement, s'est structurée autour de deux axes principaux. Le premier, c'est tout ce qui est sourcing et recrutement, mais construit sur la base d'une expérience un peu originale qui est celle de mettre en place une académie spécialisée dans tout ce qui est formation et préparation des jeunes chercheurs d'emploi pour ce métier-là. Donc, et là, je vais rebondir justement sur l'intervention de Yalci Madani, le directeur général de l'ANAPEC. Le problème du secteur, c'est que nous avons tous pensé à un moment donné qu'il suffit de prendre quelqu'un qui sait parler en français pour qu'il soit capable d'agir et d'intervenir avec performance dans ce secteur-là. Les études que nous avons réalisées, finalement, nous ont permis de pointer du doigt un premier aspect qui a été précisé par Simadani, un grand problème au niveau de la composante linguistique. Et deuxièmement, un grand besoin de tuning, d'adaptation sur le volet soft skills. Parce que le métier, on peut apprendre aux personnes le métier, mais les insuffisances sur le plan linguistique et sur le côté soft skills, c'est le talon d'Achille, ce qui fait que les gens décrochent. Donc, notre académie a pour vocation, donc on a donné une vocation particulière à notre académie. C'est quoi le nom de l'académie, justement? WeAct Academy. D'accord. WeAct Academy. Donc, WeAct, c'est-à-dire action. Donc, cela veut dire que pour nous, on veut faire de cette académie-là un espace de professionnalisation des jeunes, finalement, qui ont une ambition d'évoluer dans ce secteur-là. Pas forcément comme un point de départ pour aller vers autre chose, mais vraiment des gens qui vont faire de la filière offshoring. Pour la filière offshoring mérite finalement qu'ils puissent la percevoir comme étant un espace de développement de leur carrière. Donc cette expérience-là, aujourd'hui, il nous a permis de côtoyer de près ces gens-là. Aujourd'hui, par exemple, si je vous parle de notre sourcing, dans ce domaine-là, que ce soit en termes de recrutement direct ou de formation et de préparation à l'insertion à travers WeAct Academy, nous sommes sur des volumes vraiment qui comptent des milliers. Donc, c'est une population que nous commençons à connaître très, très bien. Et c'est ce qui nous a permis d'être prestataires auprès de grands opérateurs du secteur de l'offshoring au Maroc, parce que nous assurons justement ce bout d'adéquation, finalement, qui permet aux jeunes d'arriver de plein pied sur un secteur et qu'ils puissent réussir cette expérience. Est-ce que vous êtes aidé justement sur la formation, la formation de formateurs, le fait de former des gens qui sont dans ce métier? Est-ce que l'ANAPEC ou l'OFPT, est-ce qu'il y a des aides que vous recevez quand même? Je vais y arriver. Par exemple, et avant ça, j'aimerais juste apporter une petite précision. C'est qu'aujourd'hui, les dispositifs institutionnels, et notamment ceux finalement qui sont pilotés aujourd'hui par l'ANAPEC, c'est des dispositifs qui peuvent être un levier extraordinaire justement pour accompagner nos jeunes et de les aider finalement à intégrer ce secteur-là. Les dispositifs sont variés. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les formations contractuelles pour l'emploi, contractualisées pour l'emploi, les formations qualifiantes. Il y a les mesures incitatives qui viennent du secteur offshoring qui viennent renforcer finalement cette dynamique-là.
Mais le problème n'est pas dans les dispositifs, c'est dans comment on voit ce projet-là, comment on voit ce métier-là et de quelle manière finalement on veut se positionner en tant qu'acteur de professionnalisation finalement dans ces métiers. Donc aujourd'hui, je pense que les dispositifs proposés par l'ANAFPEC couvrent les besoins essentiels finalement pour le lancement de projets dans ce secteur. Maintenant, c'est quelle est l'ambition des entreprises? Et là, je reviens à ce qu'a dit c'est Madani. On a un grand souci d'image. Donc, si on n'arrive pas à résoudre cette problématique d'image, finalement, le métier de l'offshoring restera un métier tremplin ou de transition pour les jeunes. On ne communique pas assez avec ces jeunes-là parce que nous, on a appris à communiquer avec eux. Et franchement, on a eu des surprises. Et moi, je peux vous raconter juste pour l'anecdote, pour des opérations de recrutement de simples agents. Donc, d'agents ou bien de conseillers, comme a dit Madame Agnès, je préfère ce terme, des conseillers. En faisant des opérations simples de recrutement de trentaine, de cinquantaine d'agents, parce qu'on a mis en place des dispositifs d'assessment assez particuliers, nous avons pu relever au moment même de ces opérations-là de recrutement, de conseillers, on a pu relever qu'on avait des gens qui avaient tout le potentiel pour être des TL, des team leaders, des formateurs, des qualiticiens. Donc, parce que c'est cette sensibilité et cette maîtrise du métier, parce qu'il faut le connaître, qui nous permet finalement d'aller sur les dimensions potentielles. Donc, ces gens-là, ils étaient étonnés parce que pour eux, ils sont venus pour être démarrés en tant que conseillers avec une année ou deux d'expérience. Ben, nous, on a vu en eux carrément des gens qui peuvent être des team leaders moyennant un accompagnement spécifique qui prendra quelques semaines d'accompagnement. Et c'est là où on a confiance. La confiance chez les jeunes. Comme quoi, si on a une expérience, il y a des gens qui sont capables de voir le Très bien, Sib Khali. Je vais demander, je vais faire un dernier petit tour d'horizon auprès de nos différents intervenants. On va donner la parole à la Belgique en premier, à Marie-Agnès Véron, pour un mot de conclusion, pour terminer ce premier tour de table sur les ressources humaines. Et ensuite, voilà, je vais demander à chacun des intervenants de faire une petite conclusion sur comment améliorer le dispositif d'appui. Je n'ai pas parlé de notre entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est opérateur, on n'est plus qu'organisme. Je vais revenir vers vous aussi, Khali. On le fera en même temps, on parlera de votre entreprise en même temps que je vous donnerai le mot de conclusion, si vous voulez bien. Je vais juste donner la parole à Marie-Agnès Véron pour une petite conclusion rapide, et puis on finira par Sib Khali à la fin, s'il vous plaît. Alors, une conclusion, je pourrais dire que bon, c'est un métier passionnant, puisque ça fait très longtemps que je suis dans ce métier, qui souffre d'image, donc peut-être d'abord des plans de communication, enfin essayer de redorer l'image, de changer les termes, donc de parler plutôt de service client, conseiller client, etc. Et d'essayer d'abandonner ce terme de centre d'appel qui pour moi est obsolète, puisque on gère des appels, mais on gère pas des appels, finalement on gère des relations entre des clients. Donc ça veut dire c'est pas un centre d'appel, c'est un centre de gestion de relations. Donc ça, c'est une première chose importante, l'image, comment rien que par les termes, ça peut se modifier. La formation, c'est-à-dire faire comprendre aux jeunes qui sortent qu'ils ont un bagage énorme, les impliquer aussi dans les formations, de l'interactivité, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à apporter. Donc je ne suis pas du tout pour une formation, c'est plutôt des workshops, participer dans des formations, les intéresser aussi au métier, donner un sens, parce que finalement, quand on va travailler, très important d'avoir un sens. Donc ce qu'ils font, ça a du sens. Ils ne font pas que des appels, etc. Ils ont du sens. Ils participent aussi au positionnement de la marque, parce qu'aujourd'hui, les marques ne peuvent pas se permettre d'avoir un appel de travers, etc. Le client est only connecté, très connecté. Donc, tous les appels, tout ce qui est sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., très important pour la marque, pour qu'elle puisse se positionner. Et puis aussi, donc, la formation de tous les acteurs, aussi bien aussi des managers, hein, donc, qui sont pas là seulement, bon, et je suis sûr qu'il y a la productivité, évidemment, mais qui ont aussi un challenge de demain, qui devront aussi manager des équipes qui seront en présentiel, à distance, avec le télétravail, etc. Le télétravail va rester, donc ça veut dire des gens qui sont au niveau des soft skills autonomes aussi. Donc, une évolution, pour moi, très positive du métier. Et je terminerai en disant, on a la chance d'être dans un métier à distance, et malgré la crise, on travaille beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Agnès Véron, directrice générale
de MAV. On va passer à M. Madani de l'ANAPEC rapidement pour un petit mot de conclusion également. Je vais vous demander d'être le plus court possible parce que nous avons à la Désolée. fin parler avec M. Bakhali, s'il vous Très bien. plaît. Alors, c'est un métier qui a tous les atouts pour être admiré par les jeunes. Mais il n'est pas admiré par les jeunes, donc il faut que nous soyons interpellés nous-mêmes. Le problème n'est pas forcément du côté des jeunes. Peut-être que notre démarche de mise en valeur de ce métier n'est pas correctement élaborée et n'est pas suffisamment mise en valeur, n'est pas suffisamment mise en œuvre. Moi, j'interpelle le corporatisme des professionnels pour faire de ce sujet d'amélioration, je ne dirais pas d'amélioration de l'image, mais du partage de l'image réelle de ce que mérite cet emploi métier, qui est un très beau emploi métier. Moi, je n'ai plus l'âge de l'exercer. Et de notre temps, ce n'était pas ça, c'était le standard téléphonique, ni plus ni moins. Mais aujourd'hui, il y a tout ce que aiment faire les jeunes. Et dedans, et donc le tort, il est de notre côté. Lorsque je dis de notre côté, nous et les autres. Il faut qu'on travaille qu'on travaille sur une meilleure image des call centers. Moi, de l'offshoring. Non, tous les emplois métiers constitutifs de ces métiers-là, il faut qu'on aille partager les vertus de ce métier et ce qu'il a de beau chez des jeunes avant qu'ils ne soient pointés sur le marché de l'emploi. Il faut que le jeune nous vienne du milieu universitaire avec un certain goût pour la communication directe, pour le transactionnel avec l'être humain, en imaginant qu'il est en train de vendre un produit qui est fabriqué, je ne sais pas où, un client qui est de l'autre côté de l'Atlantique, etc. Il faut qu'on sache, en fait, démontrer les valeurs intrinsèques de cet emploi. Et là, en tout cas, nous, l'ANAPEC, on tend notre main à la corporation, aux professionnels, pour élaborer des programmes, pour aller en parler aux jeunes depuis des journées portes ouvertes dans les universités. C'est ce que j'avais proposé l'année dernière lorsqu'on a été à Oujda. Je leur ai dit, nous sommes dans une ville très universitaire. La ville d'Oujda est une ville qui reprend les étudiants. Il faut que je conclue. Je suis désolé de vous interrompre, mais il va falloir que je conclue et que j'aille de l'autre côté de l'Atlantique pour un mot de conclusion avec Pascal Pérez. Est-ce que je peux dire un mot? Vraiment un mot, mais vraiment une minute, parce qu'après, je dois intervenir avec M. Bakhali. La première chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le métier de téléphoniste n'est pas un métier, tout le monde devrait le faire. Je suis vendeur moi-même et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'on va chercher le métier de téléphoniste après l'université. Tout vendeur doit être formé au téléphone. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans la vente aujourd'hui qui demande le téléphone, je ne suis pas toujours présent avec mon client. Je dois prendre le téléphone et l'appeler. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans un tracé universitaire de vente, il n'y a pas le téléphone qui interagit dans ce système-là? C'est la première valeur. Pourquoi ne pas instaurer ce téléphone depuis le début? Parce qu'il fait partie aujourd'hui intrinsèquement d'une communication de vente. Alors pourquoi l'introduire après avec des connotations négatives quand depuis le début, il fait partie des outils de vente? Et à ce niveau-là, vous aurez les meilleurs candidats parce que tout le monde doit passer par un téléphone. Le téléphone aujourd'hui fait partie des ressources et des valeurs d'un excellent vendeur. Ce n'est pas un métier, c'est une valorisation d'un excellent vendeur. Merci beaucoup, M. Pérez, depuis Montréal. Donc, on va passer tout de suite à M. Bakhali non seulement pour la conclusion, mais déjà pour qu'il nous réexplique donc, comment lui, justement, forme ces télévendeurs, forme ces personnes qui sont dans les offshoring et il nous explique un peu mieux son entreprise. Bakhali, vous avez la parole. Merci. Alors, justement, en partant de cette connaissance qu'on a eue au fil des années, en étant opérateur en matière de gestion des ressources humaines et de customer care, nous avons fini par devenir nous-mêmes opérateurs finalement du secteur de l'offshoring. Nous avons une activité sur Casablanca depuis quelques années et là, on a un grand projet que nous initions ici sur Oujda. Qui vise finalement en vitesse de croisière d'ici fin 2021 l'emploi de 820 finalement jeunes de la région de l'Oriental. Nous sommes dans l'action, donc aujourd'hui concrètement nous avons pris contact avec l'ANAPEC de l'Oriental en la personne de son directeur régional et de ses équipes ici
Nous avons pris contact avec la direction de l'université, la présidence de l'université. Nous avons prévu tout un plan d'action. Nous allons réunir l'ensemble des jeunes de l'université dans l'amphithéâtre pour leur expliquer le métier. Donc, on n'est pas pressé, on a bien planifié notre projet. Donc, une grande messe, on va expliquer quels sont les métiers de l'offshoring, à quoi ça renvoie en termes d'exigences, les opportunités, ainsi de suite. Donc, grâce au partenariat, parce que nous avons signé une convention de partenariat avec la présidence de l'université sur Oujda. Avec nos partenaires ANAPEC, nous avons travaillé sur le volet sourcing pour qualifier finalement le vivier sur lequel nous allons travailler. Aujourd'hui, cette opération, elle a été faite d'une manière très professionnelle par les équipes ici présentes à Oujda. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, comment nous, on prépare et comment on forme les gens à ce métier-là. Et là, je ne me rappelle plus du nom du monsieur du Canada, que je rejoins parfaitement. Et juste pour abonder dans le sens de ce qu'il dit, aujourd'hui, comment notre processus de recrutement est organisé. Nous avons des phases d'entretien, nous avons une phase de testing, donc de mise en situation en mode simulé. Et une fois qu'on a sélectionné les collaborateurs que nous souhaitons, nous avons une phase de pré-training. Donc, cela veut dire que là, ils sont sur les grandeurs nature du métier. Effectivement, pour ceux qui vont faire du phoning, ils sont sur le phoning. Ceux qui sont sur la partie back-office, que ce soit en emailing ou chat, ils sont en mode réel et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle, nous, la mise en prod. Donc, finalement, ces gens-là, avant d'arriver sur le plateau pour démarrer avec l'exigence de la performance et du résultat, ils auront vécu sur une période toute cette expérience-là, donc qui les rapproche et qui les ramène à apprécier. Certes, nous avons des gens qui, une fois qu'ils passent par tout ce processus-là, de testing, de pré-training et tout ça, ils se rendent compte que ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas grave, ils auront vécu une expérience, mais pour d'autres, ça les prépare d'une manière, on va dire, à froid, on les prépare à froid, à entrer dans ce métier-là, et ça donne des résultats extrêmement intéressants. Donc, nous sommes dans le réel, et je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse essayer, innover. Par exemple, aujourd'hui, nos projets sont anglophones. Donc, finalement, nous sommes sur notre client donneur d'ordre, c'est des Américains. Donc, finalement, aujourd'hui, on est en train de staffer en partant du vivier des personnes qui ont eu des licences en littérature anglaise ou autre, mais en tout cas en langue anglaise. Nous sommes rapprochés de l'OFPPT pour prendre les lauréats qui ont fait la filière offshoring, mais aussi la partie bureautique, mais avec une exigence en anglais. On a pris des gens qui ont des notes au-dessus d'un niveau bien déterminé. Donc, cela veut dire que la chance, elle est ouverte à tous parce que nous sommes confiants dans notre dispositif de présélection, c'est-à-dire le testing et le pré-screening. Donc, c'est comme ça qu'on peut aider les jeunes avant qu'ils soient engagés sur le résultat à voir comment ils matchent en fonction de leur personnalité et de leur finalement ambition d'évolution de carrière avec un métier qu'ils n'ont pas encore commencé à exercer. Voilà. Merci beaucoup, Sib Khalil. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je le rappelle, le point essentiel, en tout cas ce qui relève de tous nos intervenants, que ce soit M. Madani de l'ANAPEC, ou de M. Pérez à Montréal, ou de Mme Marie-Agnès Véron, ou même de vous, M. Khalil, c'est le point essentiel, c'est de revaloriser ce métier, de lui redonner son sens, de faire en sorte qu'il y ait une formation continue, une formation appuyée, comme vous le faites avec 8 actes, si j'ai bien retenu le nom de votre entreprise, M. Khalil, ou comme nous expliquait Mme Marie-Agnès Véron également, de continuer la formation, de faire un vrai métier, de revaloriser ce métier, de lui donner une vraie voix. Je tiens à préciser, et M. Wadoudi peut-être va me corriger, mais je crois qu'au Maroc, c'est 110 000 emplois qui sont issus de l'offshoring. Donc, c'est dire l'importance que ça revêt pour le Maroc, mais également pour le pays. Et c'est dire le poids que ce secteur-là, je crois que c'est 3 à 6%, c'est ça, c'est Mohamed, hein, je crois que c'est 3 à 6% de PIB, l'offshoring au Maroc. Hein. Absolument. Il faut conclure, si Yassine, pour qu'on passe au télétravail. On a conclu et donc du coup, on reprend la main dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Merci infiniment. Merci Bruxelles. Merci Montréal. Merci Rabat, où se trouve Monsieur le Madani, le directeur général
de l'ANAPEC. Merci Sylve Khali qui se trouve à Oujda. Et merci à tous les participants. Vous avez été très nombreux à partager ce webinaire sur les ressources humaines. Nous avons eu plus de 180 demandes pour la participation. C'est vraiment un record. Merci à tous et vous pouvez vous reconnecter à 16 heures pour le webinaire sur le télétravail, qui est la continuité de celui-ci puisqu'on va parler toujours des ressources humaines. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci.